Eh bien bonjour, bienvenue dans cette quatrième et dernière partie relative aux procédures de passation des marchés publics. Nous allons présenter les différents seuils de publicité et de mise en concurrence, ce sont des seuils que l'on a déjà évoqués lors des formations précédentes. Et nous ferons également une présentation des différentes procédures de mise en concurrence. Alors il s'agit d'une simple présentation, nous n'irons pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre formation. Pour ce qui est des seuils, je vous ai déjà parlé du seuil des 40 000 euros. Ce seuil des 40 000 euros, c'est un seuil en deçà duquel vous êtes à la fois dispensé de publicité et également de mise en concurrence. Vous vous achetez donc dans ces conditions tout à fait librement au prix de qui vous le souhaitez. Alors on verra qu'il y a quand même quelques petites conditions à respecter, mais d'une façon générale, vous êtes tout à fait libre de choisir qui vous le souhaitez. Euh, Jusqu'à atteindre ce montant. Alors évidemment, l'addition des dépenses, hein, des éléments à prendre en compte, obéit à une règle particulière. Vous ne devez pas considérer simplement votre achat, vous devez prendre en compte l'ensemble des achats qui ont été faits par la Chambre. Vous, par exemple, en matière de fourniture de bureaux, vous devez considérer l'ensemble des dépenses qui ont été générées au cours de l'année pour ces fournitures-là. De la même façon, si vous avez acheté du mobilier, il en ira de même. Vous ne pouvez pas raisonner par achat, pas plus que vous ne pouvez raisonner par fournisseur. Il faut considérer ces achats globalement. Voilà. On parle d'homogénéité technique. Pour ce qui est des marchés de travaux, nous serons dans la catégorie dite dans une catégorie d'opération, c'est-à-dire qu'il vous reviendra d'additionner l'ensemble des travaux, quelle que soit leur nature, en fonction de leur finalité. Et il faudra tenir compte de l'ensemble des travaux qui concourent, par exemple, à la création d'un ouvrage, à la construction, par exemple, d'un bâtiment ou à sa réhabilitation. Ne pas additionner l'ensemble de ces valeurs, cela veut dire, ça s'apparente à ce qu'on appelle du saucissonnage, hein. On en a parlé lors du premier module, ou du deuxième module, pardon, au sujet notamment de la constitution du délit de favoritisme. Et je vous avais indiqué que le fait de ne pas tenir compte de l'ensemble des dépenses pour déterminer la bonne procédure était constitutif d'un délit de favoritisme sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et ou 200 000 euros d'amende. Donc faites très attention. Quand vous aurez à dépasser ce seuil de 40 000 euros et que votre achat sera compris entre 40 000 et 90 000, on vous demande de générer ce qu'on appelle une publicité qui soit adaptée au montant et à l'objet du marché. C'est-à-dire qu'il vous revient de générer une publicité qui soit conforme à votre marché, qui soit vue, lue par les opérateurs susceptibles de répondre à votre marché. Nous y reviendrons. Passé 90 000 euros, vos choix se restreignent, mais ils demeurent. Vous avez la possibilité de publier au BOMP, ou bien, donc bulletin officiel d'annonce des marchés publics, ou bien dans un journal d'annonce légale. Alors attention, les journaux d'annonce légale, c'est notamment tout ce qui est presse quotidienne régionale. Et là, je dois dire que leur diffusion est quand même assez limitée, en tout cas elle l'est d'un point de vue spatial. Euh, il y a peu de chances qu'une entreprise de Montpellier ne lise Le Parisien, et à l'inverse, une entreprise parisienne ne lira probablement pas Le Midi Libre ou L'Indépendant. Voilà. Donc peut-être que le plus certain pour vous, pour s'assurer un maximum de visibilité, c'est d'assurer une publicité au BOMP. Et cela d'autant plus que la publication au BOMP est peu coûteuse. Elle vous revient à environ 110 euros par avis, par marché. Quand vous franchirez le seuil des 139 000 euros hors taxes et des 5 350 000 euros pour les travaux, vous rentrez dans la catégorie dite des procédures formalisées. Et là, vous n'avez plus le choix. Vous êtes sur des rails, d'abord au niveau de la publicité, puis au niveau de la procédure, nous le verrons. Euh, Vous devez générer une publicité donc complète au bulletin d'annonce des marchés publics qui sera diffusé au niveau national et au journal officiel de l'Union européenne qui est lui diffusé bien sûr comme son nom l'indique dans tous les pays européens. En matière de seuil de mise en concurrence, à présent, on retrouve bien sûr le seuil des 40 000 euros, en deçà duquel vous êtes dispensé de mise en concurrence. Entre 40 000 et le seuil de procédure formalisée 139 000 pour les fournitures et services, nous sommes dans la catégorie des procédures dites adaptées. Alors vous voyez que le seuil des 90 000 euros a disparu, et c'est normal parce que le seuil des 90 000 euros n'est qu'un seuil de publicité, il ne s'agit pas d'un seuil de mise en concurrence. Donc nous sommes dans la catégorie des procédures adaptées, les fameux MAPA.
Et au-delà, nous sommes dans la catégorie des procédures dites formalisées. Au titre de ces procédures, nous le verrons, il y a trois procédures possibles: l'appel d'offres, ouvert ou restreint, la procédure avec négociation, et enfin le dialogue compétitif. Et le choix parmi ces procédures se fera non pas en raison d'un montant, mais en raison de l'objet, du contenu de votre achat. J'y reviendrai. Pour ce qui est des travaux, eh bien, on retrouve donc la même architecture avec le seuil des 40 000 et un seuil de procédure formalisée qui est bien plus élevé, ça se comprend hein, pour les marchés de travaux. Les opérations sont nettement plus coûteuses qu'en fourniture et services. Donc, nous sommes sur un seuil à 5 350 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'en deçà de ce seuil, on peut faire n'importe quoi et acheter librement. Non, nous sommes toujours dans le cadre d'une procédure adaptée. Et au-delà, nous serons dans le cadre des procédures formalisées. Alors, justement, quelles sont ces procédures à mettre en œuvre? Tout d'abord, un petit rappel sur les achats à moins de 40 000 euros où je vous ai dit que vous étiez dispensé de publicité de mise en concurrence. Attention, ça ne veut pas dire, vous passez quand même un marché public, hein, donc ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. On vous demande de choisir, de veiller à choisir une offre qui soit pertinente. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi, à n'importe quel tarif d'ailleurs, hein, puisqu'on vous dit également de faire une bonne utilisation des deniers publics. Et on vous demande également de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu'il y a potentiellement une pluralité d'offres. Alors ça, c'est un peu la question récurrente. Très souvent, on me demande si d'année en année, eh bien, si le marché est passé avec le même opérateur pour un même besoin, est-ce que c'est irrégulier? Eh bien, il faut faire attention, il faudrait s'assurer au moins que eh bien, peut-être d'autres opérateurs ne soient pas en mesure de proposer le même produit ou le même service. Donc il est nécessaire de faire une petite analyse du marché, un peu de sourcing pour s'assurer de cela. Et quand bien même vous n'auriez identifié qu'un seul offreur, qu'une seule entreprise, rien ne vous oblige à dire à cet opérateur qu'il est le seul, qu'il ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence. Vous pouvez le maintenir dans l'incertitude, vous pouvez tout à fait dire à cet opérateur qu'il est mis en concurrence alors que ce n'est pas la réalité, afin d'obtenir de lui eh bien, la meilleure offre technique et financière. Voilà. Je vous ai fait un petit schéma qui rappelle donc vos trois obligations, à savoir bien sûr de choisir une offre pertinente, de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur s'il existe une pluralité d'offres, et enfin bien sûr de faire une bonne utilisation des deniers publics. Ça c'est un principe qui est imparable. Il fait partie des principes fondamentaux de la commande publique et il s'applique quel que soit le montant de votre achat. Si vous dépassez le seuil des 40 000 euros, nous basculons dans la catégorie des procédures adaptées. Alors attention, si d'aventure vous décidez pour un achat d'une valeur inférieure à 40 000 euros, je prends un exemple, admettons que vous ayez décidé d'acheter pour 5 000 euros de prestations et que pour dépenser cet argent, on vous demande de justifier d'une mise en concurrence au moyen de 3 devis par exemple, eh bien sachez qu'il s'agit là déjà d'une procédure adaptée. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit vous ne faites pas de mise en concurrence parce que vous êtes dans la catégorie des achats à moins de 40 000, soit vous décidez d'une mise en concurrence et auquel cas vous basculez dans la catégorie des procédures adaptées. Vous ne pourrez pas ensuite vous prévaloir du fait qu'il s'agissait d'un marché à moins de 40 000 euros. C'est la même chose lorsque certains acheteurs, alors qu'ils sont dans des achats en deçà des seuils de procédure formalisée, décident malgré tout de recourir à une procédure d'appel d'offres, par exemple. Et bien dans ce cas-là, l'appel d'offres, la procédure d'appel d'offres en tant que telle, est applicable de A à Z. Donc soyez vigilants sur notamment vos demandes de devis. J'y reviendrai, j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous avez l'obligation de procéder de façon tout à fait transparente. Et les opérateurs évincés, ceux que vous n'avez pas retenus, ont tout à fait la possibilité et le droit d'obtenir des renseignements quant au motif de leur exclusion, notamment l'entreprise qui a été retenue, le prix également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une procédure adaptée? C'est une procédure, vous l'avez compris, qui est librement définie par l'acheteur et qui est adaptée à la situation, au montant, à l'objet, aux circonstances de l'achat finalement.
Et au travers de cette mise en concurrence, on vous demande de procéder à une mise en concurrence dite effective, c'est-à-dire que vous devez avoir un nombre suffisant d'offres pour pouvoir justifier d'avoir choisi la meilleure. Vous vous souvenez, lors des précédentes formations, des précédents modules, nous avions évoqué les principes fondamentaux de la commande publique. Je vous avais parlé donc des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement, de transparence. Ces principes étant mis en œuvre pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Le but de tout achat est de vous permettre de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la meilleure offre, le meilleur rapport qualité-prix. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on a bien choisi l'offre économiquement la plus avantageuse? Eh bien, il n'y a qu'une méthode pour cela, c'est en comparant les offres les unes aux autres. Et comment s'assurer d'avoir choisi la meilleure? Eh bien, en ayant pu comparer une pluralité d'offres. Et j'en reviens donc à ma publicité adaptée, à ma mesure de mise en concurrence qui soit adaptée. Il faut que celle-ci soit effective, c'est-à-dire qu'elle touche un maximum d'entreprises pour avoir justement une pluralité d'offres et ainsi pouvoir justifier d'avoir choisi la meilleure. Voilà. Alors attention bien sûr, attention au coût de ces mises en concurrence. Il nous faut un minimum d'efficacité dans l'achat. Vous ne devez pas consacrer des sommes trop importantes, un temps trop important à vos procédures de mise en concurrence. Je vous avais notamment dit qu'une procédure adaptée, cela coûte environ 5 à 6 000 euros. Ça doit être mis en rapport avec le montant de votre achat. Si pour passer un contrat de 10 000 euros, vous en dépensez 5, je pense qu'il y a un petit souci de retour sur investissement. Voilà, donc vous devez vous questionner, vous poser la question de savoir combien vous êtes prêt à consacrer en termes de temps, en termes de moyens techniques, de moyens donc humains, à votre mise en concurrence, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et des fois, il pourrait arriver qu'on fasse des économies, non pas du fait de la mise en concurrence, mais du fait de l'absence de mise en concurrence. Alors, quelles sont les modalités de publicité des marchés à procédure adaptée? Tout à l'heure, je vous ai dit que entre 40 000 euros et le seuil de procédure formalisée, donc il vous revenait d'établir des mesures de publicité. En dessous de 90 000 euros, vous choisissez librement cette mesure de publicité et cela peut, pourquoi pas, s'apparenter à des demandes de devis. Alors attention, les demandes de devis doivent être réservées quand même au montant plutôt bas, hein, parce que même si le Conseil d'État, vous le voyez ici dans cet arrêt du 10 février 2010, M. Pérez, eh bien, le Conseil d'État a validé l'utilisation des demandes de devis, la demande de devis pouvant constituer une mesure de publicité, de mise en concurrence, eh bien, d'autres juridictions sont venues limiter un petit peu, préciser les choses et limiter le champ d'action des demandes de devis. Puisque, vous le voyez, là, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'un achat d'un montant de 57 000 euros ne pouvait pas être conclu au moyen de 4 demandes de devis. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. De la même façon, 3 devis ne constituent pas une mesure de publicité suffisante pour un achat de 46 000 euros. Et ça, c'est la Cour administrative d'appel de Lyon qui nous le dit. Donc, les demandes de devis qui constituent une mesure de publicité doivent être réservées aux achats de plus faible montant. Alors, on peut se dire aussi que publier dans un journal d'annonces. Attention à la transparence de vos procédures. Vous devez, même en procédure adaptée, vous assurer, veiller à ce que les critères de jugement soient énoncés. Vous ne pouvez pas lancer une consultation sans énoncer la règle du jeu. Il faut que les opérateurs soient parfaitement informés. Et cela, même pour des demandes de devis. On a eu, par exemple, ici, dans cet arrêt de la Cour d'appel de Douai, une annulation au motif que la commune qui avait passé le marché n'avait pas indiqué dans sa demande de devis les critères qu'elle comptait utiliser. Donc soyez vigilants, cela ne coûte pas grand-chose dans le document que vous éditez, dans le mail que vous envoyez, de dire que le prix sera l'unique critère ou qu'il y aura également la valeur technique qui sera appréciée, les délais, que sais-je, ça c'est à vous de l'indiquer. Alors j'ai indiqué ici que l'obligation de transparence ne portait pas sur la méthode de notation, c'est-à-dire que vous devez indiquer les critères, mais pas forcément la façon dont ces critères seront appréciés, seront jugés. Ça peut rester secret tout le temps de l'analyse de l'offre. Vous devez veiller à laisser un délai approprié, un délai suffisant pour que les candidats puissent répondre à votre sollicitation. Je vous ai mis ici un arrêt du Conseil d'État qui a sanctionné la région Centre au motif que pour un
un délai de 18 jours était insuffisant pour attribuer un marché de 160 000 euros. Bon. Et d'une façon plus générale, je vous ai donné ici une série d'éléments à prendre en compte pour déterminer un délai approprié. Alors, cela résulte en fait d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui a fait une sorte de checklist des éléments importants à prendre en compte. Le montant du marché, bien sûr, en fait partie. Plus le montant est élevé, plus on doit laisser de temps. L'urgence à conclure. La nature des prestations. Il est évident que si vous demandez le chiffrage d'un simple bordereau de prix pour un marché de fourniture, vous pourrez laisser moins de temps que s'il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles ou un marché de travaux. La facilité d'accès aux documents de la consultation, même si cette question ne se pose plus vraiment, puisque aujourd'hui, tous les dossiers de consultation sont publiés sur votre plateforme d'achat. La nécessité éventuelle d'une visite des lieux. Et enfin, l'importance des pièces exigées des candidats. Voilà. Plus vous serez exigeant en termes de contenu de l'offre, en termes de pièces à fournir, de renseignements à donner, eh bien, plus il faudra laisser de temps pour que les entreprises puissent se préparer. Alors, petite précision, les délais sont exprimés en jours calendaires, samedi, dimanche et jours fériés compris. Par conséquent, si vous constatez que votre date limite de remise d'offres tombe pendant les vacances scolaires, tombe à la veille d'un pont, pendant un pont, eh bien, il est utile de prolonger ce délai. Hein. Et il me semble que laisser un délai de 3 semaines au moins soit nécessaire. Vous avez la possibilité, dans le cadre des procédures adaptées, de négocier l'attribution de vos marchés. Alors, pour cela, il suffit de l'avoir indiqué dans le marché, dans le règlement de consultation. Il faut l'avoir prévu, il faut avoir indiqué la règle que vous comptiez appliquer. Le plus simple étant sans doute d'indiquer que vous vous réservez la possibilité de négocier. Comme ça, si vous ne souhaitez pas négocier, vous pouvez ne pas le faire. Vous pourrez attribuer sans négociation. De la même façon, je vous invite à indiquer le nombre de candidats qui vont être admis à négocier, afin de ne pas être obligé de négocier avec tous les soumissionnaires. Vous pouvez tout à fait préciser dans votre règlement de consultation que ne seront admis à la négociation que les 3 premiers, par exemple. Alors les 3 premiers, bien sûr, après analyse de leur offre et classement de leur offre au regard des critères de sélection que vous aurez annoncés dans le règlement de consultation. Et bien entendu, dès lors que vous avez choisi une règle, vous devez vous y tenir, vous devez vous l'appliquer. Ainsi, si vous avez indiqué que vous aviez l'intention de négocier, si vous ne l'avez pas fait, bien dans ce cas-là, l'absence de négociation est réputée illégale. De la même façon, si vous n'avez pas indiqué dans l'avis de publicité ou dans le règlement de consultation qu'il y aurait une négociation, eh bien cette négociation n'est pas possible. La procédure va se conclure par la notification de la décision de rejet. Il est important de le rappeler, dès lors que vous procédez à une mise en concurrence, vous devez informer les candidats qui n'ont pas été retenus du rejet de leur offre. Voilà. Alors, la différence avec les procédures formalisées, c'est que vous n'êtes pas obligé de motiver votre décision de rejet. Il peut s'agir simplement d'un courrier indiquant que malheureusement l'opérateur n'a pas été retenu, ça s'arrête là. Vous n'êtes pas non plus obligé de notifier les rejets avant d'avoir signé le contrat, chose qui va s'imposer, on va le voir en procédure formalisée. Et vous n'êtes pas obligé de respecter non plus ce qu'on appelle un délai de suspension, qui est destiné à permettre aux concurrents qui le souhaitent, aux concurrents évincés, d'agir devant le juge des référés, devant le tribunal administratif. En revanche, si vous êtes sollicité, si l'opérateur en fait la demande, vous aurez l'obligation de communiquer dans un délai assez bref, 15 jours, vous aurez l'obligation de notifier à l'entreprise les motifs du rejet de son offre. Et il faudra également argumenter sur qui a été attributaire, pour quel montant et pourquoi finalement cet opérateur a été retenu, en quoi son offre était meilleure que celle du soumissionnaire qui demande des renseignements. C'est le principe de transparence ici qui est mis en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la procédure adaptée. Je vous propose à présent d'attaquer les procédures dites formalisées et au premier rang d'entre elles, bien sûr, la procédure d'appel d'offres. Alors l'appel d'offres est une procédure 100% écrite. Il n'est absolument pas possible
de négocier dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. C'est totalement interdit, hein. Dès lors, donc, nous aurons dépassé les seuils de procédure, donc 139 000 euros pour les fournitures et services, 5 350 000 euros pour les travaux, eh bien, nous générerons une procédure d'appel d'offres nous permettra, qui va juste nous permettre d'apprécier l'offre sur un dossier 100% écrit. Et bien entendu, sur la base des critères que vous aurez portés à la connaissance des candidats. Alors, il existe deux types d'appel d'offres, l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint. Quelle différence entre les deux? Eh bien, dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, tout opérateur qui le souhaite a la possibilité de déposer une candidature et une offre. Voilà. Alors que s'il s'agit d'un appel d'offres restreint, eh bien, vous ferez d'abord un premier tri. Il y aura un premier filtre qui va s'appliquer aux candidatures. C'est vous qui allez sélectionner donc les candidats qui vont être par la suite amenés à soumissionner. Alors bien entendu, quand je dis sélection, ce n'est pas à la tête du client, vous comprenez bien. Il s'agit en fait d'appliquer les critères de sélection de candidature que vous aurez déterminés, que vous aurez affichés dans l'avis de publicité. Il s'agira par exemple du chiffre d'affaires, des moyens techniques dont l'entreprise dispose, de ses moyens humains, de ses références, pourquoi pas. Donc vous allez analyser les CV des entreprises, vous allez classer ces entreprises et vous déterminerez qui est habilité à déposer une offre ou qui ne l'est pas. En sachant que si vous adoptez pour cette procédure d'appel d'offres restreint, le nombre de candidats qui va être admis à déposer une offre sera au moins de 5. Vous ne pouvez pas, sauf s'il y a eu bien entendu moins de 5 candidats qui se sont présentés, vous ne pouvez pas limiter à moins de 5 le nombre de soumissionnaires. Alors les délais seront bien entendu différents selon que vous ayez à conclure un appel d'offres ouvert, AOO, donc appel d'offres ouvert, ou un AOR, un appel d'offres restreint. Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, le délai commun pour un avis tout à fait classique est de 35 jours. Voilà, alors ce délai court à compter du moment où vous avez lancé votre publicité. Si vous lancez votre publicité aujourd'hui, eh bien, le délai sera décompté à partir de demain, puisqu'il s'agit de délai franc, et vous décompterez 35 jours à partir de demain. Le dernier jour n'est pas également pris en considération, puisque, je vous l'ai dit, vous décomptez en jours francs, c'est-à-dire par tranche de 24 heures. Alors bien entendu, dans ce délai, on prend en considération l'ensemble des jours calendaires, samedi, dimanche et jours fériés, ce qui fait que le délai peut passer assez vite. Et s'il vous apparaît que ce délai est trop court par rapport à la période, mettons que si la date tombait par exemple en pleine vacances scolaires du mois d'août, si le délai vous apparaît trop court au regard de la technicité à mettre en œuvre, au regard de la technicité du projet, eh bien vous pouvez tout à fait prolonger ce délai. Il s'agit d'un délai minimum et on peut tout à fait avoir un délai de 45, 50 jours, 60 jours s'il le faut. Alors, il existe des cas où on va pouvoir réduire ce délai, notamment si un avis de préinformation est publié. Je laisse ça de côté, c'est très peu utilisé et ce n'est pas l'objet de notre formation. En revanche, sachez que si la réponse électronique est possible, le délai peut être réduit de 5 jours et passer donc de 35 à 30 jours. Alors, normalement, c'est systématiquement le cas, puisque à présent, toutes les procédures sont dématérialisées, donc n'importe quel fournisseur a la possibilité de déposer une offre sur la plateforme. Alors si techniquement ce n'était pas possible parce qu'il fallait remettre des échantillons, un contenu particulier, eh bien à ce moment-là, on reviendrait sur ce délai de 35 jours. Et de la même façon, vous aurez augmenté de 5 jours votre délai de remise d'offre si l'ensemble du dossier de consultation, si l'ensemble de la documentation n'est pas publié sur le profil d'acheteur. Alors là, ça peut être aussi pour des raisons techniques, parce que les documents sont trop pesants, trop volumineux, ou alors si vous souhaitez également conserver le secret sur un certain nombre de documents pour éviter qu'ils ne soient diffusés eh bien, sur Internet. Pour ce qui est de l'appel d'offres restreint, le délai est de 30 jours pour la remise de la candidature et de 30 jours pour la remise de l'offre. Je vous le rappelle, c'est une procédure qui se fait en 2 temps. Donc vous avez publié un avis d'appel à candidature, les opérateurs se sont positionnés, ils avaient 30 jours pour produire leur dossier de candidature. Vous allez apprécier leur candidature au regard de critères tels que le chiffre d'affaires, les moyens techniques, les moyens humains, les savoir-faire. Vous allez classer ces candidatures et retenir les meilleures.
Et à ces meilleurs, eh bien, vous allez envoyer un courrier leur disant qu'ils ont à présent la possibilité de déposer une offre. Les autres candidats sont évincés et ceux qui ont été retenus disposent de 30 jours à nouveau pour déposer une offre. Voilà. Alors, le délai peut être également réduit si la réponse électronique est possible, et vous voyez passer notamment de 30 jours à 25 jours. Alors, des motifs d'urgence peuvent permettre de raccourcir le délai de publicité. Alors, attention, l'urgence, ce n'est pas... c'est toujours quelque chose d'objectif. Il ne s'agit pas de dire que, par exemple, si on a oublié de passer un marché ou si de le renouveler, ou si il s'agit d'une commande qui pouvait tout à fait être anticipée mais qu'on n'a pas prévu, tout ça ne sont pas des motifs d'urgence. L'urgence, c'est quelque chose de tout à fait extérieur qui nous tombe sur la figure parce que c'était réellement imprévisible et auquel il faut faire face. Le, Là, manifestement, nous sommes dans une situation avec la pandémie du Covid, eh bien, nous sommes dans des situations particulières qui peuvent effectivement justifier de situations d'urgence. Ça a été le cas notamment à la suite malheureusement des attentats. Ça a été le cas également suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà, ce sont des phénomènes tout à fait extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise, aucune maîtrise, qui vont entraîner des situations d'urgence auxquelles il faut faire face. Et dans ces conditions, il est possible, alors, soit si on a le temps, eh bien, de générer une mise en concurrence au moyen d'un appel d'offres, par exemple, soit alors, dans certains cas, de se dispenser de toute forme de publicité de mise en concurrence. Je vous assure que, à la suite des attentats de 2015, lorsqu'il s'est agi eh bien, de renforcer la présence système de sécurité, notamment par la présence de gardiens. Cela s'est fait en situation d'extrême urgence et les acheteurs se sont tout à fait dispensés de mise en concurrence. Hein. On a acheté directement. Voilà. Alors dans ces conditions, c'est possible. C'est tout à fait possible. Autre procédure formalisée, il s'agit cette fois-ci de la procédure avec négociation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appel d'offres n'a pas de négociation, on ne prévoit pas de négociation. C'est tout à fait impossible. Là, il s'agit d'une procédure où on va pouvoir négocier. Et c'est une procédure où vous allez donc, c'est une procédure comme l'appel d'offres restreint, c'est une procédure qui est donc restreinte, avec une phase d'analyse de candidature et ensuite une phase d'analyse d'offres. Et il s'agit pour nous de trier, de choisir un certain nombre de candidats, 3 au minimum, et ensuite d'engager avec eux la négociation. Voilà, comme je vous l'ai précisé ici, la définition donc, qui nous est donnée par le Code de la commande publique, c'est que la procédure négociée est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Alors, oui, de façon un petit peu... c'est un peu curieux, mais bon, je vous le signale quand même, vous pouvez tout à fait indiquer dans vos règlements de consultation que vous vous réservez la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. Alors ça serait très très curieux parce que c'est une procédure quand même qui est difficile à justifier. Voici les cas de recours et c'est une procédure qui est quand même très longue. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt, si vous voulez, de mener ce type de procédure pour ensuite dire que vous renoncez à la négociation. C'est l'essence même de cette procédure. Alors, quels sont les cas qui vont vous permettre de recourir à la procédure avec négociation? Eh bien, vous les avez ici, il y en a 6 possibilités. Elles sont quand même assez larges, ces possibilités. Vous le voyez, lorsque l'acheteur est dans l'impossibilité, par exemple, de satisfaire le besoin sans adapter des solutions qui sont pourtant disponibles. Lorsqu'il s'agit, par exemple, également d'une solution innovante. Lorsque le marché comporte des prestations de conception, autant dire tous les marchés de prestations intellectuelles ou les marchés de travaux. Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières. Alors reste à savoir ce que sont ces circonstances. Lorsque vous êtes dans l'impossibilité, l'acheteur est dans l'impossibilité de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante. Et enfin, dans le cas, à la suite d'un appel d'offres qui a dû être déclaré infructueux. C'est-à-dire que seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées et vous avez à ce moment-là 2 options, soit recommencer, repartir sur une nouvelle procédure d'appel d'offres, soit décider de recourir à une procédure négociée.
Voilà, je ne vais pas plus loin sur les cas. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire la petite fiche que je vous ai jointe dans la documentation relative à cette partie. Euh, mais je trouve que c'est une procédure qui est insuffisamment utilisée au regard de ces cas, des cas que je viens d'énoncer. Alors en revanche, c'est une procédure qui est quand même plus complexe à mettre en œuvre, compte tenu du fait que les délais sont plus longs. Hein, vous voyez, c'est une procédure qui est dite restreinte. Il y aura 30 jours aux candidats pour que ces derniers puissent donc déposer une candidature. Et après le tri de ces candidatures, ces derniers, les candidats que vous aurez sélectionnés, auront à nouveau 30 jours pour déposer une offre. Vous voyez, ça rallonge considérablement le délai. Et même s'il y a la possibilité d'invoquer l'urgence et de réduire le délai, je vous l'ai dit, hein, l'urgence, c'est quand même c'est pour faire face à des situations quand même très particulières. À côté de la procédure avec négociation, nous avons une autre procédure formalisée qui est la procédure de dialogue compétitif. Alors, qui est une procédure qui est utilisée exactement dans les mêmes cas que la procédure négociée. Ce sont exactement les mêmes cas d'utilisation. Simplement, la logique est un peu différente dans le sens où, lorsque on procède par négociation, on sait ce qu'on va négocier. On a défini un objectif de négociation, la baisse du prix ou la qualité de la prestation peut-être, les quantités, que sais-je. Et on a également défini des points sur lesquels on va pouvoir négocier, des points sur lesquels, des marges de manœuvre sur lesquelles on est prêt un peu à lâcher du lest. Si je souhaite faire baisser mon prix, peut-être que en modifiant le délai de réalisation, le planning de réalisation, je vais atteindre cet objectif. Il est clair que si je vais en négociation en disant au fournisseur baissez vos prix, ce dernier ne pourra pas le faire si de mon côté, je ne consens pas un effort particulier. Voilà. Donc on est dans la règle du donnant-donnant et on joue un jeu, comme diraient certains, win-win, gagnant-gagnant, chacun faisant un effort, un pas vers l'autre pour atteindre l'objectif qui est fixé. Dans le cas du dialogue compétitif, c'est une procédure qui est différente. En tout cas, la situation est différente. Parce que je vais utiliser cette procédure lorsque je ne maîtrise pas en fait le contenu technique de ma prestation. J'ai bien un objectif, je sais ce que je souhaite faire. En revanche, je n'ai aucune idée de la façon d'y parvenir. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, a utilisé il y a quelques années de cela ce type de procédure pour la numérisation des pièces d'identité. Donc l'objectif est la numérisation, mais alors comment y parvenir et en respectant le cadre légal, ça c'est la grande inconnue. Donc tout l'objet de la procédure de dialogue compétitif est de discuter avec des opérateurs ayant pignon sur rue, ayant la technicité d'atteindre le résultat pour atteindre le résultat qu'on s'est fixé, et ce sont eux qui, au moyen de la discussion, vont nous expliquer comment ils vont s'y prendre, et ce sont eux finalement qui vont écrire leur propre cahier des charges. Voilà. Donc comme je vous l'ai indiqué, le besoin sera exprimé au travers d'un programme fonctionnel, et ça n'ira pas plus loin. Vous n'allez pas rédiger de CCTP, dans ce cas-là, de cahier des clauses techniques particulières, et ce sont les soumissionnaires qui vont ensuite entrer dans le dialogue avec vous, ceux que vous aurez retenus après une sélection de leur candidature. Ce sont les soumissionnaires qui vont discuter et qui vont proposer en fait leur propre cahier des charges. Et vous retrouverez ici les cas d'utilisation qui sont, vous le remarquez, exactement les mêmes que ceux prévus pour l'utilisation de la procédure négociée. Voilà, on en a fini avec la quatrième partie. Je vous retrouve lors du webinaire de clôture de notre formation et ça sera l'occasion de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Au revoir.